Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de ces journées pour l'invitation et puis m'excuser pour les conditions un petit peu différentes par rapport à ce qui était prévu pour cette présentation. Donc, je vais essayer d'utiliser mon système de vidéo pour vous présenter donc ces problématiques de tourbière et de carbone. Alors, je vais sur mon diaporama. Et je vais donc vous parler de la contribution potentielle des tourbières françaises à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et je vais essayer de vous montrer en quoi il est possible en fait d'utiliser ces tourbières pour ne pas émettre des quantités importantes de carbone dans l'atmosphère. Alors, les tourbières sont bien connues pour être des puits naturels de carbone et en résumé, le bilan habituel dans une tourbière, c'est une fixation de CO2 atmosphérique par photosynthèse, environ 3 tonnes de carbone par hectare et par an. Sur ces 3 tonnes, 90% vont repartir dans l'atmosphère par la respiration et environ 10%, c'est-à-dire 0,3 tonnes de carbone par hectare et par an, vont être fixés sous forme de tourbe. En réalité, c'est variable, hein, on va dire que c'est entre 0,2 et 0,5 tonnes de carbone par hectare et par an. Donc ça, c'est assez bien connu. On voit bien l'image sur la gauche avec cette tourbe qui se forme à partir des sphènes. Le problème, c'est que les tourbières sont aussi des écosystèmes qui émettent des quantités significatives de méthane, puisque ce sont des zones humides. Et en fait, si on fait le bilan en termes de gaz à effet de serre, si on considère le CO2 qui est fixé et le CH4 qui est émis, on s'aperçoit qu'en réalité, les tourbières sont neutres vis-à-vis des gaz à effet de serre à un terme assez court, quelques dizaines d'années. C'est-à-dire qu'en résumé, les tourbières ne contribuent pas à refroidir le climat simplement par la fixation de carbone à court terme. En réalité, bien sûr, les tourbières refroidissent le climat, mais c'est à très long terme. Donc, le point le plus important dans ces questions de tourbières et de réchauffement climatique, c'est que les tourbières n'ont pas un rôle qui se situe dans la fixation actuelle de carbone. Ce qui est important, c'est les stocks de carbone qui ont déjà été accumulés dans la tourbière. Et l'enjeu, c'est de stocker, c'est de préserver ces stocks de tourbe, ces stocks de carbone. Et l'enjeu, est bien sûr, c'est de le faire dans toutes les tourbières, qu'elles soient non perturbées ou qu'elles soient très dégradées. Alors, est-ce que ça représente beaucoup? Oui, ça représente des stocks de carbone absolument considérables parce que les tourbières qui n'occupent que 3% de la surface des terres émergées stockent 300 à 500 gigatonnes de carbone, c'est-à-dire un petit peu moins que dans l'atmosphère. L'atmosphère, on est autour de 750 gigatonnes de carbone. Et ces 300-500 gigatonnes de carbone des tourbières, c'est un petit tiers du carbone total des sols mondiaux, ce qui signifie qu'on est bien sur des volumes qui sont extrêmement importants. En France, on a calculé récemment que les tourbières représenteraient autour de 0,2% de la surface, mais quand même 5% du carbone total des sols français. Donc on voit là aussi qu'on a quelque chose d'important. Du coup, l'enjeu en France, il est double. Premièrement, il s'agit de protéger les tourbières qui sont peu perturbées pour des questions de biodiversité, pour des questions de stockage d'eau, par exemple. Mais il faut aussi préserver les stocks de carbone et limiter les émissions de gaz à effet de serre qui sont issues des tourbières qui sont déjà très abîmées, voire considérées comme détruites, c'est-à-dire ayant une végétation qui n'a plus rien à voir avec une tourbière. On peut tout à fait imaginer, par exemple, des tourbières qui ont été transformées en champs de maïs, et pourtant, dessous, il y a encore des stocks de tourbe importants. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut protéger, est-ce qu'il faut restaurer, est-ce qu'il faut réhabiliter ces tourbières? Alors, une tourbière intacte, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la protéger, et c'est déjà bien. Une tourbière dégradée, on va pouvoir la restaurer, et cette tourbière restaurée va redevenir une tourbière qui sera peut-être un petit peu différente, mais qui sera de nouveau une tourbière accumulatrice de carbone. Par contre, quand une tourbière est très très dégradée, on ne peut que la réhabiliter, c'est-à-dire par exemple remettre en eau la tourbière sans qu'on revienne à une tourbière d'origine. Et donc, on parlera de zone réhabilitée. En image, ça donne ce genre de choses. Et du point de vue du bilan du carbone, on voit que quand on protège une tourbière qui est en bonne santé,
on ne modifie quasiment pas le bilan d'émissions des gaz à effet de serre, donc on n'a pas d'effet sur le changement climatique. Par contre, quand on agit sur les tourbières dégradées ou sur les tourbières très dégradées, là, on peut obtenir des modifications du bilan d'émissions des gaz à effet de serre qui peuvent être très significatifs. Donc, soit on protège, soit on réhabilite, soit on restaure, soit on réhabilite. Qu'est-ce que ça donne? Alors ça a été bien étudié par notamment des équipes allemandes. Et ce qu'on sait, c'est qu'une tourbière, c'est environ 700 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par mètre de profondeur. Ce qui veut dire que si on prend une tourbière de 2 mètres en moyenne en France, on va avoir 1400 tonnes de CO2. Puis si on a plus, eh bien, on peut avoir encore plus, c'est-à-dire énormément de carbone fixé dans des tourbières qui vont faire par exemple 3, 4, 5 mètres de profondeur. Ce qui est important, c'est de voir quel est l'effet d'une restauration sur ces tourbières. Par exemple, si on part d'une culture de maïs, par exemple, et qu'on remet en eau cette culture, on peut gagner pratiquement 30 tonnes de carbone par hectare et par an qui ne seront pas émis. Donc chaque année, on gagnera pratiquement une trentaine de tonnes. Si à l'inverse, on est sur des hauts marais érodés, donc qui ont été très abîmés, pour revenir à un haut marais fonctionnel, on voit qu'on est à 30. Et puis si on a simplement une tourbière qui est peu perturbée, c'est-à-dire un haut marais drainé pour aller vers un haut marais fonctionnel, on va gagner environ 5 tonnes. Donc tout ça, ce sont des calculs basés sur des équivalents tonnes CO2, c'est-à-dire qu'on met tous les gaz en même temps avec ceux qui vont agir pour faire un refroidissement et puis ceux qui agiront vers un réchauffement de l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on constate avec ce tableau, avec ces études de Bonn? On constate que plus une tourbière est dégradée, plus elle est abîmée, plus c'est très intéressant de la restaurer pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un peu contre-intuitif puisqu'on a l'habitude en France plutôt de travailler sur des tourbières qui vont assez bien ou qui vont pas trop mal. Et en fait, on voit que pour les questions du carbone, eh bien, il faut restaurer les tourbières qui sont en très mauvais état. Donc, on est bien sur une sorte de changement de paradigme qui dit il faut agir sur toutes les tourbières et notamment celles qui vont très très mal ou qui ont quasiment disparu. Alors, le problème, c'est pour restaurer les tourbières, on a besoin de quoi en fait? De quel type de données il faut qu'on dispose? Alors, je vais résumer parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour détailler chacun des points, mais on voit que si on veut commencer à restaurer les tourbières pour des questions de carbone, il va falloir produire un modèle économique. Un modèle économique qui va permettre de donner un coût à la tonne d'équivalent CO2 évité. C'est-à-dire, si je fais un travail de restauration, cette restauration va me permettre de ne pas émettre du CO2 dans l'atmosphère. Finalement, ça va me coûter combien, chaque tonne évitée, combien elle va me coûter. Et on pourra comparer ça avec d'autres techniques, par exemple de non-retournement de prairies, de plantation de forêts ou des techniques industrielles de fixation de CO2. Et on pourra comparer donc les différentes situations. Donc pour ça, il faudra qu'on ait des coûts de restauration par rapport à la surface de la tourbière, qu'on ait des situations, est-ce que une tourbière est facilement accessible, difficilement accessible. Il faut qu'on ait l'état de dégradation, puisqu'on a vu que l'état de dégradation va conditionner la quantité de carbone qu'on va ne pas émettre dans l'atmosphère. Et puis, il faudra qu'on travaille sur les coûts d'opportunité, c'est-à-dire si on modifie l'état d'une tourbière, est-ce que l'agriculteur qui plantait jusqu'à présent du maïs, il va perdre combien d'argent? Et ça, évidemment, il faut l'inclure dans le coût à la tonne, parce que s'il y a une perte qui correspond à la restauration, il faut en tenir compte. Par ailleurs, il faudra mettre en place une procédure administrative, un modèle d'incitation. Et donc là, la question, c'est je veux restaurer une tourbière, je suis par exemple une collectivité, je veux restaurer une tourbière, comment je dois procéder? Est-ce qu'il faut que je fasse intervenir un expert? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un contrôle pour savoir si j'ai fait le travail comme il faut? Qui va me payer, soit sous forme de compensation carbone, soit sous forme de subvention? Comment est-ce qu'on peut prévoir un modèle qui permettrait à tout un chacun, propriétaire d'une tourbière, de la restaurer et de recevoir de l'argent pour cela? Et puis, il faut un état des lieux qui décrit les priorités. C'est-à-dire que l'État, le régulateur, ce qu'il veut savoir, c'est où est-ce qu'il y a des tourbières en France et où est-ce qu'il est le plus intéressant de les restaurer. Combien ça va coûter, combien je vais gagner en quantité de carbone, suivant que j'agis à tel endroit ou à tel autre.
Toutes ces données, évidemment, on n'a pas grand-chose. Et donc, on est en train d'essayer d'avancer là-dessus. Par exemple, les coûts de restauration. On a travaillé dans le cadre du projet Live Tourbière du Jura pour essayer de fixer finalement le prix de restauration d'une tourbière. Alors cette courbe, qui n'est pas très parlante, montre surtout qu'on a grosso modo, quand une tourbière n'est pas de très grande taille, ici en bas on a la surface en hectares, quand la tourbière est petite, elle coûte moins cher à restaurer en général qu'une tourbière de grande taille. Alors avec cette petite équation, on arrive à des coûts de quelques centaines, milliers d'hectares, à milliers d'euros par hectare de tourbières restaurées. Et on retombe sur des chiffres qui ont été montrés notamment par les Écossais, voilà, 200 livres par hectare jusqu'à 10 000 livres par hectare. C'est typiquement ce qu'on peut trouver dans ces études. Il faut fixer aussi un niveau de dégradation de la tourbière. Puis on a décidé d'essayer une méthode qui passerait par 5 niveaux. Le niveau 1 étant la tourbière intacte, puis le niveau 2 faiblement affecté, moyennement affecté, fortement affecté, jusqu'au niveau 5, tourbière détruite. Donc ça, c'est expérimental, on n'a pas encore vraiment utilisé, mais l'idée, ça serait d'avoir un gradient de dégradation des tourbières. Pourquoi un gradient? Parce que ça permettrait de faire une courbe de ce type, c'est-à-dire quand la tourbière est de niveau 1 intacte, on a un gain de 0 tonnes de carbone par hectare et par an si on la restaure, parce qu'il n'y a rien à restaurer. Et si on restaure une tourbière de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4 ou de niveau 5, on économise de plus en plus de carbone. Alors on imagine qu'avec ce genre de courbe, on pourrait arriver à avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on gagne à restaurer une tourbière à partir de son état de dégradation. Il faut un modèle d'incitation. Alors, je ne vais pas détailler, mais on est en train de réfléchir à la suite d'interventions qu'il faut mettre en place pour pouvoir restaurer une tourbière et pour pouvoir faire une procédure d'incitation pour optimiser le dispositif, c'est-à-dire en fait éviter que les personnes qui travaillent dans ces tourbières en fait, profitent du système, c'est-à-dire essayent d'obtenir plus d'argent que ce qu'ils pourraient en obtenir. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais nous réfléchissons donc à ce modèle d'incitation. Et puis, il faut un état des lieux national. Alors, état des lieux national, j'en ai parlé, il nous faut un inventaire national des tourbières, il faut qu'on sache où elles se trouvent, quelle est leur surface, quelle est leur profondeur de tourbe, comment elles sont dégradées, il faudrait savoir quel est leur statut foncier, puis l'occupation des sols, est-ce qu'elles sont utilisées pour des activités agricoles, ce qui permet ensuite de calculer ce qu'on appelle les coûts d'opportunité, qui sont donc l'argent perdu si on restaure une tourbière, parce que, par exemple, on l'a remise en eau et que ça perturbe la culture. Et derrière, évidemment, l'objectif, c'est de prioriser, c'est de savoir où l'État doit intervenir, combien ça lui coûterait pour tout faire, par exemple, puisqu'il y a l'idée qui a été émise par Jérôme Bignon et Frédéric Tufnel de restaurer toutes les tourbières françaises, mais ça coûterait combien? Et ça rapporterait quoi en termes de carbone évité, en termes d'émissions évitées de carbone dans l'atmosphère? Alors, rapidement, avec le pôle relais tourbière, on a essayé de dresser l'état des lieux actuel. On a en fait utilisé pour ça un atlas de 1949 qui avait été fait par le ministère des Mines, qu'on a entièrement numérisé, ce qui permet d'avoir tous les points rouges que vous voyez sur la carte. Et puis on a des inventaires partiels, plus ou moins faits avec les mêmes méthodes, qui permet de commencer à avoir cette première carte, mais il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Donc nous, on essaye d'incrémenter ces données-là en travaillant avec les différents partenaires, en travaillant évidemment avec des bases de données qui existent déjà. Le but, ce n'est pas d'en faire une nouvelle. Et on essaye donc d'avoir cet inventaire le plus précis possible. On a derrière donc la possibilité d'arriver à prioriser et à donner quels sont les points les plus importants pour la restauration de ces tourbières. Donc la conclusion de cette présentation, c'est que la restauration des tourbières, c'est une solution fondée sur la nature, puisque simplement en protégeant la tourbière, on va lui permettre de retrouver une activité de stockage de carbone, et surtout, on va permettre d'empêcher le carbone déjà présent dans la tourbière de repartir dans l'atmosphère. Cette restauration de tourbière, c'est probablement, d'après nos calculs, parmi les solutions les moins coûteuses pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans les milieux naturels et des écosystèmes. Donc c'est non seulement la solution probablement la moins chère, mais en plus c'est la plus durable. C'est-à-dire qu'une fois que la tourbe elle est fixée dans le sol parce qu'on la protège avec une nappe d'eau qui est relevée, eh bien on a un système qui est durable et qui va pendant de nombreuses années
stocker du carbone et éviter qu'il parte dans l'atmosphère. Seulement, il y a encore beaucoup de travail. Il faut définir le modèle économique qui va permettre de développer cette restauration. Est-ce qu'il faut passer par des incitations? Est-ce qu'il faut passer par de la compensation volontaire? Et dans tous les cas, il est indispensable de mettre en œuvre un inventaire des tourbières de France qui inclut leur état de conservation et le volume de tourbes qui est présent. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé et je vous propose de poser quelques questions.